Et on ne peut pas investir autant sur une graine que sur un produit pharmaceutique. Voilà pourquoi ils ne veulent absolument pas qu'on fasse les mêmes contrôles qu'un pesticide sur une graine. On n'a pas les moyens de faire les contrôles d'un pesticide sur une graine, nous disent les entreprises, sinon en fait vous mettez par terre l'industrie des OGM. Et si vous voulez qu'un gouvernement ou qu'un laboratoire refasse les tests, c'est ce qu'on demande en ce moment, c'est 400 000 €, donc il nous manque la moitié. Donc on a des subventions du ministère de la Recherche et de fondations pour faire les tests. Alors, voilà, c'est compliqué. Pour le monsieur qui a posé la question sur pourquoi on utilise plus d'insecticides et d'herbicides, pardonnez-moi monsieur, je pensais avoir été clair. Les plantes tolérantes aux herbicides sont faites pour pouvoir absorber le Roundup sans mourir, donc on utilise beaucoup plus de Roundup parce que c'est leur objectif qu'avant, puisque avant on n'utilisait pas de Roundup. Maintenant, après vous allez me dire qu'il faut comparer la quantité de Roundup à la quantité des autres herbicides qu'on utilise sur d'autres cultures. Bon, si on compare à l'agriculture biologique, évidemment on utilise beaucoup plus. Si on compare maintenant aux autres herbicides, il faut comparer non pas la quantité de principes actifs, ce qui est fait aujourd'hui, mais la quantité de matière mise sur le champ. Et donc là, on a 2-3 passages de Roundup, on avait avant 2-3 passages de certains herbicides, c'est tout à fait comparable. Et si on regarde, monsieur, sur l'ensemble des États-Unis et du Canada, on n'a pas la diminution de vente des pesticides attendue comparativement à la vente des OGM. Donc le problème, c'est qu'au niveau des herbicides, on change l'utilisation des herbicides, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup plus de Roundup et moins des autres. Et au niveau des insecticides, il faut compter l'insecticide dans la plante pour être total. D'accord? Alors, ensuite, vous me dites quelle partie de la plante vous avez donné à vos rats. Comme vous l'avez compris, ce n'était pas mes rats, c'était ceux de Monsanto. Ce sont les études qui ont servi dans le monde entier à dire que les OGM étaient bons. Donc évidemment, ils ont fait de la farine à partir des graines et ils ont donné cette farine dans une nourriture équilibrée qui contenait 11% d'OGM ou 33%. Et la dernière question? Oui, la dernière question, la dernière réponse à cette période. Je veux simplement faire un supplément d'information sur les herbicides et les pesticides utilisés au Québec. La dernière étude du ministère de l'Environnement qui remonte pour les chiffres de 2003, rien que pour les ingrédients actifs, on a vu déjà que ce n'était pas suffisant vraiment pour mesurer l'impact, démontre que 2003 est la première année depuis 1992 où il y a une remontée de l'utilisation des herbicides et des pesticides au Québec. Si vous voulez avoir plus d'informations techniques, il faut aller sur notre site de Greenpeace pour avoir une analyse de cette étude de 2003. Il est regrettable que cette analyse ne soit pas, les analyses ne soient pas faites plus rapidement. 2003, c'est quand même il y a 4 ans. Et donc, ça va être. Vous pouvez reposer une question après, si vous voulez. Pour ce qui est de la question sur où est-ce qu'on en est au niveau de l'étiquetage, ici au Québec, et certaines déclarations qui avaient été faites par l'UPA, je veux simplement rappeler que la raison pour laquelle Greenpeace et d'autres groupes de consommateurs et autres demandent l'étiquetage obligatoire des OGM, et dans le cas de Greenpeace spécialement, c'est parce que derrière l'étiquetage, on doit avoir la traçabilité. Donc derrière la traçabilité, ça veut dire une responsabilité, on va pouvoir retracer qui est responsable s'il y a des problèmes. Sans traçabilité, ça va être très difficile de prouver la causalité des problèmes. Donc c'est ça, c'est important. C'est pas uniquement parce que nous, individuellement, on veut que les consommateurs et consommatrices sachent ce qu'on mange. Oui, c'est important. Mais il y a aussi un autre enjeu plus global, comme citoyen, comme société également. Ce qui est intéressant depuis donc 6 ans, 7 ans qu'on a cette campagne sur l'étiquetage, sur les OGM, c'est de voir en fait le glissement au niveau des arguments. Tous les arguments qui étaient contre l'étiquetage sont en train de tomber les uns après les autres. Au début, c'était pas possible, personne ne le fait. Maintenant, il y a 50 pays qui le font, ça c'est tombé. Au niveau des coûts, à nouveau, je vous rappelle peut-être en pleine élection au printemps passé, nous avons sorti une étude
sur les coûts économiques de l'étiquetage. Oui, il y a des coûts, mais surtout il y aura des coûts. Et ces coûts représentaient 15% de ce que KPMG, l'étude de 99 de KPMG, disait que ça allait poser. Il disait, en gros, c'était entre 700 et 900 millions de dollars à l'échelle du Canada. Et l'étude de Mapac prouve que c'est 15% de ces coûts qui pouvaient identifier de manière clairement. Mais c'était la même chose en Europe. Avant qu'il y ait l'étiquetage obligatoire, c'était la fin de la civilisation en Europe, s'il y avait l'étiquetage. Et après, il n'y a pas eu d'impact colossaux quant au système agroalimentaire. Et donc, tous les arguments, les uns après les autres, sont en train de tomber. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est maintenir la pression. Vous allez avoir une exclusivité ce soir. J'ai effectivement rencontré le président de l'UPA cette semaine, parce qu'on était très intéressés suite à ses déclarations, comme quoi il était en faveur de l'étiquetage. On nous a expliqué que ça faisait longtemps qu'il était en faveur de l'étiquetage, mais qu'il était sceptique, parce qu'il semblait qu'il y a un manque de. Il ne faisait pas confiance au gouvernement pour vraiment mettre des moyens de vérification efficaces. Donc, technique classique de rejeter ça à la responsabilité d'un autre partenaire. Mais ça veut dire que, comme citoyens et citoyennes, on doit continuer au quotidien et souvent à rappeler aux politiciens et aux entreprises également. On mange, donc on va aller visiter au moins une fois par semaine. Et donc de rappeler à ce système également, qu'on ne veut pas d'OGM et qu'on veut savoir où ils sont. Et donc continuer à faire du harcèlement. C'est ça en politique, il faut avoir une vision à plus long terme. Et donc de continuer. Si vous voulez envoyer, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours envoyer une lettre au Premier ministre Charest par notre site internet, ça va vous prendre à peu près 20 secondes. Vous le faire toutes les semaines parce que ça ne bouge pas beaucoup là-dessus. Donc en gros, c'est là qu'on en est. Si vous voulez plus d'informations, je peux répondre. Il y avait deux personnes sur le côté, personne. Bonjour, Catherine Chidonnet, je suis co-responsable sur une firme biologique. On produit des légumes pour 125 familles sur 2 hectares et demi, plus tout ce qu'on vend en kiosque. C'est facile de le faire. C'est ça, je voulais juste savoir, parce que le maïs BT, c'est la visibilité dans l'agriculture biologique. On utilise certains BT qui sont pas qui sont utilisés. Et puis, je me demandais si vous êtes au courant, j'avais entendu parler vaguement que le maïs BT, en ayant du BT dedans, c'était dangereux pour nous, parce qu'à un moment donné, nous, comme agriculteurs biologiques, un jour, peut-être qu'on ne pourra plus l'utiliser parce que le BT, eux, vont l'avoir scrappé. C'est un mauvais français, mais c'est ce que j'ai compris votre question. Merci. Oui, moi, le problème, c'est que ce n'est pas une question, ça s'adresse à vous, en fait, directement. Si vous avez cité une étude de 2003 qui a été faite au Québec, qui a montré qu'il y a eu plus de pesticides qui avaient été vendus, mais c'est parce qu'en fait, j'ai lu cette étude et c'est global, c'est-à-dire que ça comprend la consommation des ménages. Et en fait, en vérité, il y a eu une diminution de 11% au niveau de l'agriculture et il y a eu une augmentation de 20% parce que c'est les ménages en fait qui font que ça augmente et non pas l'agriculture. Effectivement, c'est un point important, effectivement. Très important. Mais le point le plus important, c'est que vous parliez des ingrédients actifs et que ce qui compte, c'est la quantité de matière répandue sur la toxicité. Mais c'est juste que, du coup, c'est pas l'agriculture et les OGM qui font augmenter l'épandage de pesticides, c'est dans la consommation des ménages. Absolument, mais c'est un point important, mais l'élément des ingrédients actifs, c'est important aussi. Et ça se retrouve quand même dans l'environnement. Oui, monsieur? Moi, c'est Jean Vallière, je suis producteur agricole, animal dans le port et je fais de la céréale aussi. J'aimerais savoir, en Europe, vous dites que vous n'utilisez plus d'OGM, vous avez utilisé combien de temps dans l'alimentation animale dans ce pays-là? Moi, je parle des problèmes qu'on a ici. Les animaux sont beaucoup plus fragiles que si on occupe d'il y a 20 ans. Moi, dans beaucoup de conférences, je pose la question si les grains ont une influence sur la fragilité des animaux, parce que les animaux, surtout le porc, est grandement alimenté par le maïs et le soya. Peut-être à 85% de la ration. Puis moi, je pense qu'il y a une cause à effet avec tous ces grains transgéniques-là, mais j'ai aucune réponse quand je pose la question. Il y a beaucoup de maladies dans le porc qui viennent d'Europe. Certains, la SLRP, le